Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir pour échanger ensemble sur la transformation digitale des entreprises. Elle s'accélère, vous l'avez tous constaté, et le Covid, ou la Covid comme on dit maintenant, nous a également montré à quel point la transformation faisait partie de nos vies. Donc, comment prendre en compte cette accélération? Comment la mettre en pratique encore plus qu'avant? Ce sont des questions que nous nous posons tous et je vous remercie d'être là pour échanger avec nous sur ces sujets. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous serons deux à échanger avec vous. Pour ma part, je me présente, donc Caroline Venn, je dirige les programmes de leadership et de transformation à Centrale Supélec EXED. Par ailleurs, j'ai fondé un cabinet qui est partenaire de Centrale Supélec et qui fait de l'innovation pédagogique. Et puis, je suis coach et je suis notamment formée en psychologie positive. C'est intéressant de voir que des parcours de coaching s'entremêlent à des parcours de technologie. Et comme on y reviendra souvent, c'est un peu la clé finalement de ces transformations, de mêler l'humain et la technologie. Et c'est aussi le positionnement de Centrale Supélec. Et c'est pourquoi c'est sous ce regard-là également que nous parlerons ensemble de ces sujets. À mes côtés est présent Dominique Giljean. Dominique Giljean est un ancien, un alumni de ce programme sur la transformation digitale que je dirige. Il est Chief Digital Officer chez Framatome, et en plus maintenant il a également une casquette RH sur cette question. Il intervient dans le programme et il vous fera part de son expérience à la fois d'alumni de Centrale Supélec, mais surtout de CDO d'une transformation digitale réussie. Donc merci Dominique d'avoir accepté de pouvoir témoigner pour nos participants d'aujourd'hui. Alors avant de commencer et de vous parler de ces différents sujets, on a envie de savoir, vous, ce que vous en pensez. Et on va faire un petit sondage rapide, si vous voulez bien vous répondre à ce sondage. Tout d'abord, vous demandez combien de temps travailliez-vous à distance par semaine avant le Covid? Est-ce que vous voulez bien sélectionner si c'était plutôt moins d'un jour par semaine, 1 à 2 jours par semaine, ou bien 3 jours et plus? Voilà, si chacun veut bien répondre à ce sondage, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue d'assemblée pour voir comment les habitudes de travail ont pu évoluer. On vous posera la même question tout à l'heure sur maintenant. Donc, merci d'avoir répondu. Je ne sais pas si vous pouvez voir afficher voilà, le résultat. Donc, le résultat est assez parlant. Près de la moitié d'entre vous travaillez à distance moins d'un jour par semaine. 32% déjà quand même 1 à 2 jours et seulement 21% 3 jours et plus. Donc, vous êtes dans la moyenne représentative. Hein. Il y a eu différents sondages à ce sujet. Et effectivement, vous êtes plutôt un peu plus à distance que la moyenne des Français. Maintenant, j'aimerais vous poser la même question. Maintenant, si peut-être vous avez déjà repris le chemin du déconfinement ou vous allez le reprendre, donc combien de temps souhaitez-vous ou allez-vous travailler maintenant à distance? Est-ce que c'est moins d'un jour qui va ressortir encore à 50% ou est-ce qu'une évolution caractéristique s'opère et donc est-ce que vous serez plutôt à 1 ou 2 jours ou bien à 3 jours et plus? Voilà, je vous remercie par avance de sélectionner l'une des réponses. Merci beaucoup. On va voir le résultat et on voit effectivement l'évolution caractéristique se profiler. Merci une fois de plus de témoigner de cette évolution. Donc vous voyez que 42% se préparent à travailler 1 à 2 jours par semaine à distance et 42% d'entre vous également 3 jours et plus et seulement 16% vont travailler ou travaillent déjà moins d'un jour par semaine à distance. Merci beaucoup pour ces réponses qui, pour nous, témoignent de cette fameuse transformation. Alors, ce n'est pas que la transformation se limite à l'organisation du travail ou à la distanciation, mais cette distanciation est révélatrice d'une transformation plus globale qui s'opère à la fois dans les méthodes de travail, mais aussi l'organisation des entreprises, la relation
avec la valeur créée par l'entreprise et son organisation. Et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer pendant ce webinaire. Donc, tout d'abord, je voudrais vous présenter donc à nouveau quelques points de repère. Donc, ces points de repère-là sont avant Covid. Donc, bien sûr, si on faisait cette même étude post-Covid, et certainement elle va sortir celle-là ou une autre, on aura des caractéristiques encore plus fortes. Je vous montrerai juste après la façon dont le Covid a pu impacter des taux de digitalisation. Mais déjà là, avant le Covid, on avait des taux incroyablement élevés de chiffres en faveur de la digitalisation des entreprises françaises. Donc, ce que je vous montre là, c'est un baromètre croissance et digital d'Ipsos en 2019. Donc, je vous laisse découvrir ces chiffres. Moi, ce que je voudrais souligner sur ces différents chiffres, c'est que ça concerne énormément de caractéristiques. Vous voyez que 77% des entreprises reconnaissent que le numérique participe à leur croissance. C'est le point important de cette étude. On a également des entreprises qui considèrent que c'est un vrai levier digital, donc, et puis que ça participe à leurs revenus. Donc, de façon générique, je dirais, les entreprises sont convaincues que la croissance, la digitalisation fait partie d'un même lot aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que ils reconnaissent également que ça touche tous les aspects du business. Vous voyez ici au milieu que ça améliore la satisfaction du client, que ça fidélise le client, que ça développe des nouveaux services, que ça renforce l'efficacité des canaux de vente traditionnels. Donc on voit que la digitalisation, c'est non seulement un mode opératoire, mais c'est aussi et surtout un mode de relation avec le client qui change. C'est un mode de relation avec le client qui change. On va voir pourquoi dans quelques instants. Et c'est aussi un mode d'organisation et de relation, bien évidemment, avec les collaborateurs qui s'opèrent et qui changent également. Donc, il ne s'agit pas seulement de se connecter à des plateformes web, il ne s'agit pas seulement de charger des applications sur notre smartphone. La digitalisation, c'est bien plus que ça. C'est dans les usines que ça se passe, avec l'industrialisation 4.0. C'est dans nos bureaux que ça se passe, avec le travail à distance, mais pas seulement, un certain nombre de modifications, de changements de façon de travailler. Et puis, c'est aussi dans nos relations avec la société. C'est une évolution sociétale. Et bien souvent, on la vit d'un point de vue consommateur. Je suis sûre qu'aujourd'hui, aucun d'entre vous ne prépare ses vacances comme il pouvait les préparer il y a 5 ans. Mais surtout, c'est une évolution d'un point de vue employeur, d'un point de vue valeur ajoutée. Et c'est là-dessus qu'on a besoin de mieux comprendre ce qui se passe au sein de l'entreprise, au sein de la distribution, au sein de l'industrialisation. Donc, autre chiffre que je voudrais partager avec vous, et je vous promets, je m'arrête après sur les chiffres, mais c'est important d'être convaincu de ces grandes tendances. Donc, c'est la seule étude que j'ai trouvée post-Covid, donc elle n'est pas asymétrique à celle que je viens de vous montrer, mais en fait, on voit que c'est le taux d'évolution donc de la transformation digitale. C'est secteur d'activité par secteur d'activité et sur un niveau mondial. Et donc, on voit par exemple que le taux de croissance de cette transformation digitale, c'est la ligne bleu clair que vous avez dans le diagramme, était plutôt autour de 10% en 2019 avant Covid, et que post-Covid, on est sur des taux d'accélération de la transformation qui, eux, passent plutôt entre 15 et 20%. Donc, on a une prise de conscience et une accélération qui va quasiment du simple au double en termes de taux de croissance. Et on voit que ça concerne tous les secteurs de l'économie, avec un point particulier néanmoins sur la distribution et les services, qui doublent franchement de taux de croissance, une évolution assez significative également des secteurs financiers, mais ça concerne aussi, comme vous le voyez, l'aspect industriel, puisqu'on passe de 8 à 15% de taux de croissance de la digitalisation. Donc, le Covid est là également pour accélérer et faire accélérer cette transformation par nécessité, par choix, mais aussi par opportunité. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir comment saisir ces opportunités pour accélérer cette transformation digitale et bien sûr en faire profiter notre entreprise, notre organisation, nos modalités de travail. Donc, je vous propose d'investiguer davantage ces sujets. Alors,
Avant d'aller plus loin, néanmoins, vous parlez quand même de qui nous sommes, Centrale Supélec, Executive Education. Donc, Centrale et Supélec, deux écoles de prestige d'ingénieurs, ont fusionné en 2015 pour devenir Centrale Supélec. Pourquoi? Parce que comme dans le milieu de l'enseignement, comme dans n'importe quel milieu industriel, la course à la taille et à l'internationalisation n'échappe à personne. Et donc, ces deux grandes écoles françaises ont conjugué leurs moyens et leur capacité de recherche pour devenir une école plus internationale, donc Centrale Supélec, qui est une école donc, qui est maintenant à Saclay, sur le plateau de Saclay. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a un très beau campus maintenant au milieu de ce cluster de la recherche et de l'ingénierie d'Île-de-France et internationale. Et donc, on est très heureux de partager cette localisation avec d'autres écoles prestigieuses comme Polytechnique ou HEC. Nous faisons partie de l'Université Paris-Saclay, donc 60 000 étudiants maintenant. Et puis, à nos côtés, des grandes entreprises, des laboratoires de recherche comme le CEA, EDF, ont également localisé leurs activités de recherche et d'ingénierie sur ce prestigieux plateau qui est en plein développement et qui sera bientôt beaucoup mieux relié grâce aux travaux d'Île-de-France. D'autres campus existent à la marque Centrale Supélec en France et dans le monde. En France, nous avons un campus à Paris et dans le monde, nous avons 4 campus qui sont des écoles centrales également qui forment des ingénieurs. Un en Chine à Pékin qui existe depuis plus de 10 ans, un en Inde, un au Maroc à Casablanca depuis 3 ans et un au Brésil. Voilà, donc l'EXED, la partie Executive Education de Centrale Supélec, est très intégrée à l'école, que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes de professorat. La particularité, c'est que nous délivrons des formations, bien sûr, à la fois courtes, quelques jours pour venir se former sur les méthodes les plus avancées de l'IT ou de l'intelligence artificielle, mais aussi des formations certifiantes, voire diplômantes. Donc, ce que je vous présenterai tout à l'heure concernant la transformation est une formation certifiante, mais différents formats existent. Nous faisons également beaucoup de sur-mesure et donc vous pouvez également nous solliciter si vous le souhaitez pour adapter des programmes que nous délivrons à votre propre entreprise pour mêler voilà, nos savoirs et nos valeurs de façon plus intriquée. Donc voilà, Centrale, l'Inde et Casa. Alors, je voudrais entrer plus avant dans la présentation d'un parcours que nous avons construit et qui existe maintenant depuis 3 ans et qui a pour vocation à former finalement ce qu'on appelle des CDO, des Chief Digital Officers, c'est-à-dire des personnes qui opèrent et portent la transformation au sein des entreprises. Parfois, ils ont d'autres noms, mais ce nom-là existe et est consacré maintenant depuis 5 ou 6 ans. Et des Digital Champions. Pourquoi des Digital Champions? Parce que la transformation digitale, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement l'affaire du Chief Digital Officer et il ne pourrait rien faire sans l'appui de Digital Champions, c'est-à-dire des relais dans les différents secteurs qui sont concernés par la transformation dans l'entreprise. Et vous l'avez compris, tous les secteurs sont concernés. Donc, on va trouver souvent dans des organisations des Digital Champions qui sont des relais, que ce soit en marketing, en commercial, en RH, en industrie, en logistique, en finance. Et donc, c'est l'ensemble de ces personnes qui sont des correspondants et qui vont réfléchir sur la façon dont leur propre métier, leurs propres services vont se transformer et vont même impulser parfois la transformation dans l'entreprise. C'est grâce à ce relais et ce maillage que la transformation de l'entreprise va pouvoir s'opérer. Donc, c'est à la fois des chefs d'orchestre, c'est à la fois des gens qui connaissent bien sûr les aspects technologiques et les enjeux de ces transformations, mais c'est aussi des gens qui ont la capacité à porter, à influencer et à embarquer finalement toute l'entreprise dans cette transformation. En effet, la transformation digitale, ça n'est pas qu'une affaire de technologie. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on lit les études pour savoir
de quelle fonction les Chief Digital Officers proviennent, on a des résultats assez variés. On a bien sûr assez naturellement presque une moitié, mais pas tout à fait, de CDO qui proviennent des fonctions IT, qui sont des anciens CTO, des anciens DSI, qui le sont toujours d'ailleurs parfois, et qui cumulent avec cette responsabilité-là la responsabilité de transformer l'entreprise. Ceux-là sont parfois, nous rejoignent pour le parcours de Chief Digital Officer, parce qu'ils ont compris que la technologie ne suffisait pas et qu'il fallait également opérer une transformation en matière de business model, en matière de RH, en matière de logistique, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les CDO ne sont pas issus de l'IT, et peut-être parmi vous, il y en a qui souhaitent endosser ce type de responsabilité et qui ne viennent pas de l'IT. Ils sont les bienvenus également, parce qu'en fait, plus de la moitié des CDO dans les différentes entreprises et les plus grosses notamment ne sont pas nécessairement issus de la fonction IT. Pourquoi? Justement parce que l'affaire de la transformation digitale, c'est l'affaire de tous, et ça n'est pas uniquement ni même seulement, ni même je dirais prioritairement, une affaire de technologie, même si la technologie est absolument nécessaire. Et c'est pourquoi nous, école d'ingénieurs, nous pensons être bien placés pour pouvoir combiner à la fois, encore une fois, cette alliance de technologie et de développement et de valeur pour l'entreprise. Alors finalement, que proposons-nous? Nous proposons un parcours à destination donc des managers qui sont impliqués dans la transformation pour leur permettre de renforcer et les compétences digitales, mais pas seulement, aussi le pilotage et les fonctions nécessaires pour cette transformation. Donc, il va s'agir d'appréhender les ruptures induites par le digital, mais, comme on se l'est dit à l'instant, également de découvrir les modèles d'affaires qui émergent et les nouvelles stratégies qui vont être à mettre en œuvre. Les modèles d'usage, parce que la transformation digitale, c'est avant tout une question d'usage. Aujourd'hui, on cite souvent Uber comme une référence. C'est devenu vraiment un grand classique de la transformation digitale, au même titre que Airbnb ou des entreprises comme ça. Mais si on réfléchit davantage, on pense que Uber s'est transformé parce qu'on a eu la possibilité sur notre iPhone d'avoir ou notre smartphone d'avoir une application qui nous permet d'être connecté à des voitures. Et donc, c'est en ça qu'il y a une transformation. Mais si on réfléchit, en fait, le modèle qui s'est transformé, c'est un modèle d'usage. C'est-à-dire que on a eu un service additionnel. Ce service, il a consisté justement à pouvoir se connecter à un monde plus large, à un monde transversal, à une valeur qui est plutôt en mode, je dirais, étoile qu'en mode linéaire, qui a été la possibilité de se connecter à un nombre incalculable de chauffeurs capables de nous emmener d'un point à un autre, et non pas de passer par un point unique qui était nos correspondants taxis. Donc, bien sûr, la plateforme qu'il y a derrière et le service qui est rendu a été supporté par une évolution technologique, mais ça n'a fonctionné que parce que le service rendu et l'usage qu'on a pu en trouver nous a été intéressant et intéressé. Même chose pour Airbnb, ça a transformé des milliers de surfaces en surfaces d'accueil. Là aussi, c'est un service qui a évolué, qui a été additionnel et qui a permis, supporté par une plateforme certes, mais d'accéder à un nouveau service. Et donc, dans cette transformation, ce qui va être à l'œuvre la plupart du temps, c'est quand même de comprendre et de se recentrer sur ce qu'on appelle le user-centric, c'est-à-dire vraiment sur l'usager, sur l'usage d'un service qui va être développé et qui va, supporté par la technologie, nous permettre de nous repositionner, de repositionner notre entreprise en termes de valeur et de business model. C'est tout ça qu'on va voir et sur lequel je vais rentrer un petit peu plus en détail juste après. Alors, ce parcours, il est composé de 13 journées, dont 12 en présentiel et une en distanciel. Là aussi, on va certainement le faire évoluer et avoir une formation beaucoup plus à distance. Nous aussi, on évolue au rythme de vos besoins. Et comme vous serez connectés plus à distance et travaillerez à distance, eh bien, on saura également vous trouver à distance lors de l'évolution de ce programme. Ce programme est certifiant et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de transformation? Et donc, ce sont ces différents éléments qui vont être au cœur du programme qu'on vous propose. On parle d'abord, et c'est la bulle tout en haut, de business model. On parle d'abord et avant tout de business model. On a un business model qui évolue. On avait par le passé une évolution assez linéaire finalement de la valeur ajoutée. On part d'une entreprise dans laquelle on injecte un certain nombre
de matières premières ou en tout cas de besoins, on traite cette matière première ou on traite ce service et in fine, on va trouver des clients qui sont utilisateurs de ce service par un réseau de distribution plus ou moins linéaire. J'en fais une caricature, bien sûr ça avait évolué, mais grosso modo, la valeur créée de l'entreprise était une valeur linéaire. Aujourd'hui, les business models sont ce qu'on appelle des business models en étoile, c'est-à-dire qu'on va créer de la valeur partout. On va créer de la valeur dans la façon de s'approvisionner, dans la façon de développer notre propre service ou notre propre industrie, par l'industrie 4.0, par l'IoT, c'est-à-dire par l'intelligence des objets qui vont nous donner des informations pour ensuite développer différemment le service qu'on peut vendre aux clients, par la façon de contacter nos clients et par la façon dont les clients nous contactent. C'est plus nous qui allons contacter nos clients, mais bien nos clients qui allons nous contacter, sachant que nos clients sont avant tout des usagers. On parlait aussi par exemple du B2B, du B2C, du B2B2C, et de plus en plus on va parler du B2C2B. Pourquoi? Parce qu'en fait on va aller d'abord voir ce que font les clients ou les clients de nos clients pour ensuite se poser la question de savoir comment on peut leur apporter davantage de valeur. Donc ces business models en étoile, ils sont complètement à repenser. La valeur, elle est créée à chaque moment, à chaque instant de notre chaîne, que ce soit d'approvisionnement, de production ou de distribution. Elle peut être aussi créée à l'extérieur avec des partenariats qui peuvent être développés. De plus en plus d'entreprises se concentrent sur des poches de valeur qui sont les leurs pour éviter de se faire marginaliser à cet endroit, mais peuvent aussi proposer des partenariats multiples qui sont aussi créateurs de valeur parce que nos partenaires eux-mêmes réfléchissent à cette digitalisation pour construire finalement une valeur créée qui va être bien différente de ce qu'elle était auparavant. Donc cette approche sur les business models et notamment la méthode Canvas, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, représente cette possibilité de business model en étoile et va nous permettre de réfléchir à la façon dont on va créer de la valeur autrement. Donc c'est la clé et le point central de démarrage de cette réflexion. Cette réflexion n'aurait pas non plus de sens si elle n'était pas accompagnée des deux éléments qui sont positionnés de chaque côté, c'est-à-dire le use, donc encore une fois, l'usage que nos clients ou nos usagers vont faire des services qu'on peut leur proposer et surtout d'aller observer ces usagers pour détecter les services ou les nouveaux services qu'on pourra leur apporter, donc par des démarches du type design thinking ou conception centrée utilisateur. Centrale Supélec est très habile dans ce type de développement qui sont aujourd'hui la base de l'innovation. Et donc, nous allons, au cours de cette formation, pouvoir vous aider à aller concrètement mieux comprendre comment on va chercher chez l'utilisateur ses besoins. Et puis, la bulle rouge d'à côté sur la posture est aussi tout à fait essentielle. Et je pense que Dominique y reviendra tout à l'heure, notamment dans la façon de mener la transformation. La posture du CDO ou la posture du digital champion au sein de l'entreprise est déterminante pour la réussite du succès. En effet, il s'agit de travailler ensemble. Alors, c'est un mot un peu valise, hein, on dit toujours qu'il faut faire du collectif, mais comment? Parce que c'est pas parce qu'on le décrète qu'on le fait. Et donc, on va également vous donner des clés, des leviers pour être plus capable d'embarquer collectivement finalement cette transformation digitale. Vous savez très bien qu'il y a de la réticence, hein, la courbe du changement, vous la connaissez sans doute, hein, c'est ce qu'on appelle aussi la courbe de deuil, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas prêt à changer, n'est pas prêt à lâcher ce qu'il fait ou la façon dont il voit les choses pour aller autre part, autrement, et là-dessus on est très inégaux par rapport à cette dimension-là. Et donc en tant qu'acteur du changement, actif de la transformation, eh bien on a besoin déjà soi-même de comprendre qui on est et quels sont éventuellement ses freins, mais aussi de comprendre comment embarquer les personnes dont on a besoin autour de soi. Et la transformation digitale, comme on vient de se le dire, ça concerne tout le monde. Donc cet aspect de posture est un élément déterminant du succès dans la transformation digitale. Alors on continue, la transformation digitale, ça concerne aussi bien sûr le marketing, mais ça je dirais c'est plus classique. C'est sans doute par là que beaucoup de transformations digitales ont commencé dans les entreprises. Le marketing, le commercial, de longue date, hein, le e-marketing, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et d'ailleurs, beaucoup de gens peut-être parfois réduisent la transformation digitale à ce e-marketing.
bien sûr, il est essentiel, mais il est loin d'être unique et suffisant et résumer à lui seul cette transformation. La technologie et l'IT, bien sûr, c'est l'élément indispensable, hein, la logique de plateforme, le big data, l'intelligence artificielle, autant de sujets qui vont être absolument nécessaires pour la transfo et supporter en quelque sorte la démarche que vous allez pouvoir initier. Bien sûr, on abordera aussi ces questions-là. L'industrie 4, ce qu'on appelle l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur. 4.0, c'est plutôt une terminologie allemande. Industrie du futur, c'est plutôt une terminologie française. Mais enfin, ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'en fait, la chaîne industrielle, l'outil de production devient un outil de production intelligent qui porte en lui-même des sources de valeur, des sources de data qui vont nous permettre d'aller plus loin avec de l'intelligence artificielle dans les robots, sans perdre évidemment l'action de l'humain au sein de cela. Et justement, l'action de l'humain, on y arrive hein, sur le volet RH. Alors les RH ont été paradoxalement beaucoup le parent pauvre de la transformation digitale. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui montrent que les RH sont en train de faire un bouleversement énorme. Et c'est tant mieux, parce que les RH, compte tenu de ce que je viens de vous dire, elles doivent être au cœur et porter la dynamique de transformation. Pour ça, il faut que ce soit sur son mode opératoire hein, en termes d'administration RH, bien surtout en termes de posture et de capacité à motiver et à embarquer les talents, il y a besoin d'une transformation majeure. Vous avez dit vous-même que vous alliez travailler à distance, beaucoup plus que vous ne le faisiez par le passé. Nos RH ont besoin de se questionner sur le modèle d'organisation des entreprises, proposer des solutions innovantes, tout en préservant bien évidemment et l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des salariés. Donc il y a beaucoup, beaucoup à faire dans le volet RH. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel nous, Centrale, on est très, très conscients et très concernés. Et on apporte également des solutions de conseil à différentes entreprises. Donc voilà les différents aspects qui concernent et qui incarnent la transformation digitale. Et c'est tous ces différents aspects qu'on va partager avec vous si vous nous rejoignez pour ce programme de formation. Alors, comment est organisé ce parcours? Il est organisé en 4 blocs, comme vous le voyez, qui vont reprendre les différents temps que je viens de vous citer. Alors, les modules s'appellent DIO. Pourquoi? Pour Digital Holistic Model. Parce que comme je viens de vous en convaincre, j'espère, la transformation est avant tout d'une ampleur, c'est un business holistique. C'est-à-dire que ça va concerner vraiment l'ensemble de l'entreprise et c'est sa dimension holistique, donc qui va couvrir l'ensemble de l'entreprise qui en fera son succès. Bien sûr, ça veut dire qu'au sein de chaque fonction, on va devoir procéder à une transformation, mais l'entreprise en elle-même ne va se transformer que si cette vision holistique est bien perçue. Et c'est ça qu'on va essayer de vous transmettre dans ce parcours. Donc, un premier module sur la transformation digitale, la mission et la posture du CDO, du Digital Champion, avec une vision sur le business model et une vision sur la posture. Dans un deuxième temps, donc ce sont des blocs de 2 à 3 jours à chaque fois. Dans un deuxième temps, donc les nouvelles tendances, savoir innover et contacter son marché. Donc comment est-ce qu'on va se connecter à ses utilisateurs d'une part, comment est-ce qu'on va mieux contacter son marché d'autre part. Un troisième module qui va être plutôt centré sur la technique, la technologie et l'industrie. Donc comment l'industrie 4.0, comment l'IoT, donc l'intelligence des objets, révolutionnent déjà les modalités industrielles, avec un deuxième temps sur l'IT proprement dit, comment la logique de plateforme, comment l'analyse des data, comment l'intelligence artificielle sont des leviers également précieux pour faire évoluer les organisations. Et puis enfin, quatrième module sur comment conduire ce grand projet de transformation, avec parler de la communication, comment communiquer sur ces sujets-là, comment être plus aguerri pour pouvoir partager tout ça. Ensuite, comment transformer sa RH autour de cette logique. Et puis enfin, comment porter le projet de transformation. Et c'est là que Dominique interviendra, si vous nous rejoignez, sur cette journée pour partager avec vous son expérience dans ce domaine. Alors, ce qui est important aussi, c'est que nous, ce qui nous importe, c'est que vous, dans votre quotidien, dans votre entreprise, vous soyez en capacité derrière de prendre ça à bras le corps. Donc,
on va avoir une démarche qui va être à la fois conceptuelle, qui va vous apporter du recul, de la capacité de hauteur de vue, mais en même temps très pratico-pratique, avec des outils, et on va partager des expériences avec vous, vos expériences, l'expérience de nos intervenants, qui sont à la fois profs, mais en même temps des gens qui sont très concrets, très investis, soit consultants, soit qui mènent des transformations dans leurs entreprises, pour témoigner avec vous et que vous vous sentiez vraiment porté et outillé dans toute cette dimension. Et pour cela, on va vous proposer à vous de porter votre propre projet. Et ce sera d'ailleurs le gage de la certification. Et pour cela, bien sûr, on va vous accompagner avec des webinars et des tuteurs qui vont vous aider à porter ce projet. Donc ce projet, ça va devenir le vôtre. Vous allez pouvoir réfléchir à votre projet au sein de votre entreprise et pouvoir du coup le présenter à un jury au moment de la certification et grâce à ça, bien sûr, être certifié par l'École centrale Supélec. Ce temps-là, d'ailleurs, est très riche. C'est un moment que j'aime beaucoup. Il y a une journée entière où, sauf pour des raisons de confidentialité si ça n'est pas possible, mais tous les participants partagent leurs projets avec les autres et c'est vraiment extrêmement intéressant de voir ce que vous avez fait de tout ce parcours et des échanges que vous avez eus entre vous à la fin pour finalement produire votre projet de transformation. Ça ne veut pas dire que vous êtes CDO, mais vous pouvez au sein de votre entreprise ou de votre mission, avoir qui sur un aspect RH, qui sur un aspect IT, qui sur un aspect commercial a pu s'emparer finalement de ce parcours pour le faire sien et le transformer dans son environnement de travail. Et c'est toujours passionnant d'avoir cet échange avec vous et c'est vraiment une journée que j'apprécie énormément. Donc voilà en quoi consiste le parcours. Bien sûr, je pourrais répondre à toute question si vous en avez par la suite. Donc il débouche sur la certification, comme je vous le disais. Donc vous aurez un projet à mener au sein de votre projet professionnel ou entreprise. Et puis ce sera accompagné de ce qu'on appelle une note professionnelle, c'est-à-dire finalement un recul qu'on va vous demander d'avoir sur cette formation pour comprendre aussi le professionnel que vous êtes devenu. Bien souvent, nos parcours de formation, bien sûr, vous donnent des outils, vous donnent du recul, vous permettent de franchir un cap, mais bien souvent aussi, vous êtes différent à la sortie et à l'entrée, et tant mieux, on est là pour ça. Vous êtes différent parce que vous avez mûri, parce que vous avez d'autres projets, parce que vous êtes devenu aussi un professionnel différent. Et dans cette note professionnelle, on vous demande de prendre conscience finalement de cette évolution que vous avez eue, de cette révolution que vous avez vécue vous. Et ça fait partie aussi de la certification que de comprendre ce parcours personnel et cette trajectoire. Juste un petit mot, si vous êtes en interposte, hein, parce qu'on a parfois des participants qui nous rejoignent et qui sont plus en poste ou qui justement profitent d'une transition pour faire autre chose et se former, c'est pas du tout un souci. Soit justement, votre projet devient votre futur projet professionnel et c'est l'occasion jamais pour vous eh bien, de le co-construire avec nous. Soit vous n'êtes pas encore mûr et pas de problème non plus. Soit vous travaillez sur le projet d'un de vos collègues, soit on vous aide à trouver et à investiguer un projet qui va vous servir pour la suite. Et c'est pas du tout problématique pour la construction de votre projet. Voilà ce que je voulais partager avec vous et donc je vais maintenant passer la main à Dominique qui va témoigner de son expérience à la fois en tant qu'ancien participant et surtout en tant que responsable de la transformation chez Framatome. Dominique, est-ce que tu es là pour prendre le relais? Bonjour Caroline, est-ce que tu m'entends? On t'entend très bien. La parole est à Bon, toi. écoute, merci. Bonjour à tous. Je viens de descendre d'un train, donc je suis dans un lieu public pour pouvoir être à l'heure pour vous faire mon témoignage. Effectivement, je vous ai rejoint il y a une dizaine de minutes, donc j'ai entendu la présentation du déroulé du parcours. Peut-être revenir à l'époque, il y a 3 ans, où au sein de Framatome, donc anciennement Areva, fabricant, concepteur et mainteneur de centrales nucléaires, on a souhaité accélérer notre transformation digitale parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune société qui n'a pas commencé à se transformer. J'ai voulu être certain, ayant 20 ans d'expérience dans le conseil et dans de gros projets de transformation, mais non digitaux, j'ai voulu être certain de me doter de toutes les compétences qui permettraient d'appréhender une vraie transfo digitale. Et en regardant assez rapidement sur le marché de ce qui existait, j'ai vraiment été séduit par le programme CDO Centrale Supélec
pour la raison principale que c'est pas une formation entre guillemets gadget qui s'acquiert en 2 jours, c'est vraiment une formation sur quelques mois qui permet d'acquérir des concepts et puis quand vous rentrez chez vous dans votre entreprise, si vous en avez la possibilité de commencer à les tester et à les confronter à la réalité de votre terrain. Donc moi, ce qui m'a séduit, c'était une quinzaine de jours étalés sur 5 à 7 mois, ça dépend des promos. Ça m'a permis d'avoir une vision vraiment globale 360 de tout ce qu'on entend par digital et pas uniquement parfois la dimension uniquement marketing. C'était vraiment une dimension très très globale. Et puis ce qui fait que je vous parle aujourd'hui, c'est que quand comme vous serez amené à le faire, quand j'ai présenté à la fois mon projet, enfin ma note professionnelle, et puis que j'ai pitché devant le jury qui était présidé à l'époque par Caroline, je me suis ouvert en disant à l'époque, on a acquis plein de savoirs complémentaires sur le digital, mais par contre, moi demain, je rentre dans mon entreprise et mon patron va me dire comment tu vas structurer et accélérer en termes d'outils et de méthodos ta transformation digitale avec un vrai programme. J'étais resté un petit peu sur ma faim et comme c'était mon cœur de métier en tant que consultant, là aussi pour moi c'est une preuve de réactivité du programme. Caroline m'a recontacté 2 mois après en me proposant, si je le souhaitais, de venir témoigner dans le cadre du programme CDO en animant une journée qui est à la fois d'une part un retour d'expérience de ce que je vis dans mon quotidien en accélérant la transformation digitale de mon groupe d'une part, puis d'autre part en vous donnant des outils, des trucs et astuces et en les confrontant à la réalité de votre quotidien. Donc c'est la raison pour laquelle je viens témoigner ce jour et vous dire un peu ce que je vous proposerai quand vous déciderez de nous rejoindre. La grosse valeur ajoutée quand même, c'est que au-delà des savoirs, euh, des tendances et des derniers concepts que vous allez acquérir en très peu de temps finalement, il y a aussi la dimension réseautage entre nous, parce qu'on était un petit groupe de 8 ou 9. Et ça aussi, c'est un point important, c'est que vous allez travailler sur des sujets, sur des études de cas. Donc, vous allez vraiment créer une relation étroite avec 8, 9 ou 10 personnes. Et de vous à moi, quand on regarde aujourd'hui la transfo digitale, on voit beaucoup de conférences où on vous montre des choses absolument magiques. Et moi, je me souviens avec beaucoup d'humilité, je me disais, mais on doit être très mauvais chez nous parce qu'entre ce qu'on nous explique dans les conférences et ce qu'on voit dans la vraie vie, c'est pas ça. Donc, le gros intérêt de constituer ce réseau, à la fois avec les intervenants d'ailleurs, parce qu'on n'est pas des professeurs au sens scolaire du terme, à la fois avec les intervenants et vos collègues de promo, vous allez pouvoir continuer d'échanger. Moi, ça fait 3 ans, enfin 2 ans, et je continue d'échanger avec eux pour partager vos use cases, vos questions. Tiens, je voudrais déployer un chatbot demain chez moi, qui l'a déjà fait, et donc vous pouvez vraiment partager en toute confiance et en toute transparence ce que vous avez fait. Donc voilà en gros un peu pourquoi j'ai choisi le programme CDO et pourquoi je vous parle aujourd'hui. Et puis par contre, je n'ai pas Caroline le partage d'écran, j'ai préféré le couper pour avoir une meilleure qualité de son. Donc si tu peux peut-être présenter le premier slide que j'ai préparé pour vous le commenter. Voilà, ben, on en a déjà parlé, c'est qui mène la D'accord, transformation voilà. digitale de votre Ah, entreprise. J'imagine que Voilà, donc c'est le j'imagine Covid. que j'imagine que certains d'entre vous l'ont vu circuler pendant la triste pandémie. J'ai trouvé cette image géniale parce que il y a 3-4 ans, euh, les collaborateurs ne se bousculaient pas trop au portillon pour être contributeurs de la transfo digitale. Sauf que depuis 2 ans, tout le monde a compris que c'est très difficile de ne pas en être. Et du coup, il y a une compétition interne dans les entreprises sur qui a le lead absolu sur la transfo digitale. Donc j'ai trouvé ce point-là extrêmement fort de sens aussi, parce que en tout cas en ce qui nous concerne, on a été amené à vitesse grand V à exploser notre nombre de connexions VPN à distance, à doubler nos débits vidéo tous les 15 jours. Donc tout ce qui était des enablers qui étaient un petit peu difficiles à faire passer en termes de budget, on a pu mais vraiment foncer en plein pour pouvoir permettre le télétravail, ou dans une logique autre, les signatures électroniques de contrats de travail pour lesquels j'avais des difficultés avec nos services juridiques et autres, et ben oui, on a Covid, principe de réalité, souvent c'est l'urgence qui fait loi et qui fait foi. On a signé des contrats de travail avec des signatures électroniques via Outlook. Et maintenant
qu'on sort de la pandémie, ben, tout ce qui a été acquis grâce à cette accélération forcée de la transfo, ben, on est en train de capitaliser dessus et de le garder, de le renforcer. J'ai vu que Caroline t'a fait un petit quiz en début d'intervention sur l'impact télétravail et autres. Ça change vraiment les choses en profondeur. Sur le petit schéma de droite, je me disais, donc on était en pleine pandémie, je me suis retrouvé à vouloir commander un drive pour essayer de moins m'exposer, et je me suis retrouvé tout interloqué en train de faire la queue sur le site internet de Casino Drive. Alors, pour moi, la conception d'un drive, c'était justement de pouvoir commander quand on voulait et de ne pas faire la queue. Et là, il y avait une telle affluence que le principe de réalité, même lorsqu'on digitalise, nous rattrape toujours. J'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez amusant. Est-ce que tu peux passer à la deuxième slide? Voilà, tu l'as. Allô? On Oui, l'a? tu l'as. Super. Bon. Voilà. Sur la deuxième slide, ce que je vous ai mis sur cette slide, en fait, c'est une enquête de Capgemini Research Institute qui avait lancé cette enquête il y a pas tout à fait 3 ans, mais 2 ans. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que souvent, on peut penser que quand on parle digital, la principale difficulté, elle est d'ordre technique. Oui, elle est d'ordre technique parce que si on n'a pas de réseau, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas embarquer. Mais le principal frein à l'accélération de la transformation digitale, multi-pays, quand on la regarde, en fait, c'est le changement de culture. Donc on est vraiment une transformation digitale, et c'est ce que j'explique et que j'étaye et que je montre pendant ma journée d'intervention. C'est avant tout une transformation, mais qui a en plus des spécificités liées au fait que c'est du digital, donc on est consommateur, on n'attend plus, on veut que ce soit tout de suite, on veut l'immédiateté, on veut du parcours personnalisé, mais c'est avant tout une transformation. Donc ça, c'est la partie gauche de la slide. Et puis la partie droite de la slide, pour ceux d'entre vous, moi je suis sur un groupe international, donc j'ai des business entities dans différents pays. Qui dit accélérer la transformation digitale dit souvent que plutôt que de faire des longs discours, il vaut mieux montrer des exemples concrets et capitaliser sur des réussites. Donc là, je reboucle avec la pensée positive dont tu as dû parler, Caroline, en amont. Et du coup, si vous êtes dans un groupe international et que vous devez concevoir ou contribuer à la transformation digitale, soyons tactiques, c'est-à-dire allons tester et faire un proof of concept ou un MVP d'un premier use case dans le pays qui potentiellement a le plus envie. Je pense que la transfo digitale, la plus grosse erreur, c'est d'essayer de convaincre les gens. Moi, ma conviction, et je vous donnerai des inputs là-dessus, c'est que il faut créer, il faut montrer l'exemple. Ça, c'est la première des choses, parce que les gens ne croient plus que ce qu'ils voient. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que j'identifie les équipes, les pays qui sont potentiellement les plus motivés pour se lancer, et ensuite on capitalise sur les réussites. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager sur cette slide. Et sur la troisième et dernière, ça je la trouve très intéressante. Si on parle d'accélérer la transformation digitale, aujourd'hui je participe à de nombreuses conférences ou workshops. Il n'y a aucun grand groupe, il n'y a aucune entreprise dont le dirigeant ou le comité de direction dira non, non, la transfo digitale, on n'est pas du tout impliqué dessus. Tous vous diront, on est à fond les ballons dessus et on met tout ce qu'il faut. Ça, c'est le discours du comité de direction. Ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est de voir les décalages qu'il peut y avoir entre la conviction que le top management a que la transfo digitale en est en plein dedans et les collaborateurs qui, dans leur quotidien, qui, dans leur activité day-to-day, disent bah, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi, pour l'instant, je n'ai toujours rien vu. Et puis souvent, n'oublions pas, ces personnes vous diront, vous êtes bien gentil, mais avant de vouloir faire une solution digitale qui fait papa-maman, j'aimerais pouvoir me connecter convenablement avec mon VPN, bon du premier coup. C'est-à-dire que qui dit transfo digital dit que au début, moi, je pensais que j'allais pouvoir m'affranchir de contraintes IT qui étaient prises en charge par d'autres services. Si on se met dans la bulle d'un utilisateur, l'utilisateur, pour lui, digital informatique, c'est pareil. Il faut avant tout que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important, c'est de se dire, pour accélérer une transformation digitale, il faut partir de la base, il faut partir des problèmes. Et donc, si on part de la base et qu'on part des problèmes, il faut prioriser. Donc, c'est la petite animation que j'ai mis en bas de mon dernier slide. Ça veut dire que
Moi, aujourd'hui, dans ma fonction, je couvre l'activité excellence opérationnelle. Donc, en fait, c'est le lean management. Donc, c'est comment simplifier et optimiser nos processus réels avant de les digitaliser. Donc, le fait de couvrir et d'avoir une approche excellence opérationnelle, optimisation des processus avant de digitaliser, fait que, un, vous optimisez un processus dans la vraie vie. Deux, vous avez une première approche des pertes qui sont associées à votre activité, ce qui veut dire que quand vous allez demander du budget à votre management pour déployer un use case, vous pouvez déjà appréhender le return que vous en attendez. Donc ça, c'est un gros accélérateur de vente transfo. C'est si vous pouvez avoir une approche par le ROI. Et qui dit ROI dit approche par la transfo digitale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est systématiquement mettre en place une méthodologie pour déployer les use cases de manière beaucoup plus cadrée, structurée et industrielle, en ne cherchant surtout pas à avoir une solution magique du premier coup, mais avoir une approche itérative type méthode agile, ou en tout cas prototypage, qui permet de sortir une première version qui tourne et ensuite de se laisser la possibilité d'adapter en fonction des besoins, et puis des besoins qui peuvent être clients, mais qui peuvent être aussi une réalité, un changement sociétal lié à une pandémie ou à des aspirations différentes. Voilà ce que je voulais vous dire sans voir les slides, mais je les ai fait hier, donc je les ai en tête. Donc je pense que Caroline, tu veux laisser ensuite la parole ouverte aux questions-réponses, j'imagine. Merci beaucoup, merci Dominique. Voilà, les slides ont bien accompagné tes propos et je te Ok, remercie pour cette contribution. sure. Donc, merci à tous pour votre écoute et la parole est à vous. Donc, n'hésitez pas, je vois déjà 2 questions qui sont arrivées sur le chat. Bien sûr, on va y répondre. S'il y en a d'autres, n'hésitez surtout pas, emparez-vous du chat de vos questions. Ce sera avec plaisir qu'on pourra y répondre, ou bien de vos témoignages si vous le souhaitez. Alors déjà, les questions arrivées, c'est première question, combien de temps alloué au projet par les participants de la formation? J'ai envie de dire le temps que vous souhaitez, c'est-à-dire que en fait, vous l'avez compris, le projet sur lequel vous allez travailler à titre personnel fait partie intégrante de votre formation et c'est vraiment le premier terrain d'application que vous aurez de cette transformation ou d'un des aspects de cette transformation. Et donc, vous serez dans un environnement absolument idéal, c'est-à-dire que vous avez le support de Centrale Supélec, vous avez le support des intervenants à qui vous pouvez poser toutes les questions et vous êtes en même temps dans un environnement de travail ou dans une dynamique de passer sur votre projet. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend de vous. Et si c'est déjà le premier pas vers cette transfo, je vous invite à le faire pendant le parcours parce que vous êtes dans des conditions que vous n'aurez jamais autrement pour faire ce premier pas. Néanmoins, si vous faites cette formation, non pas parce que vous êtes directement concerné pour mener le projet maintenant, mais ce sera pour plus tard, pas de souci non plus. Vous pouvez aussi mener ce projet en parallèle de votre activité professionnelle principale. Et là, vous pouvez peut-être vous investir un peu moins. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je considère qu'il y a en général une journée à minima de travail pour une journée de participation. Donc, comme le parcours est en 13 jours, moi, je dirais qu'il y a une dizaine de jours pour travailler le projet et profiter de la formation pour investir sur un sujet qui vous intéresse. Donc, voilà comment je peux essayer de répondre à cette question. Je vois une autre question sur est-ce que ça peut s'adresser à des jeunes diplômés? Pourquoi pas? C'est plutôt une formation qui s'adresse à des gens qui ont un premier contact avec la vie professionnelle parce que ça permet de capitaliser et puis aussi d'échanger hein, entre vous sur des expériences que vous avez déjà. En fait, tout dépend de la situation du jeune diplômé. Si le jeune diplômé est déjà ou est sur le point de participer à une transformation et donc à un terrain d'application professionnelle de cette transformation, j'ai envie de répondre oui. Si c'est un jeune diplômé qui est encore en situation d'attente d'un nouveau job, c'est un peu dommage et je lui conseillerais plutôt de revenir quand il sera en situation de pouvoir tester et d'appliquer en fait cette formation. Alors, est-ce qu'elle s'adresse à des travailleurs indépendants ou seulement des gros groupes? Elle s'adresse à des travailleurs indépendants
à des petites entreprises et à des grandes entreprises. Donc vraiment, il n'y a pas d'exclusive du tout par rapport au public. Et c'est ça qui en fait la richesse, c'est-à-dire qu'on a pu, des gens comme Dominique, venant d'un grand groupe, ont côtoyé des DG de plus petites entreprises, voire des consultants ou des indépendants spécialisés dans la conduite de transformation. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse de l'échange aussi que vous pouvez avoir entre vous. Alors, on parle, autre question, on parle de plus en plus de B2E, Business to Employees. Cette dimension est-elle prise en compte dans votre parcours? Oui, je pense qu'on l'a largement dit. C'est vrai que on est, pour nous, le côté user-centric s'applique aux clients, mais s'applique aussi de plus en plus à l'employé, aux collaborateurs de l'entreprise, et notamment est porté par le volet RH de notre parcours. Et je pense que Dominique, tu peux peut-être dire un petit mot là-dessus parce que je sais que tu es particulièrement sensible à ce volet RH dans tes nouvelles fonctions. Tu es toujours avec nous? Ah, Dominique nous a quittés, donc je suis désolée, il ne pourra pas témoigner Allô, là-dessus. allô, allô, non, non, Ah oui, je vous ai, non, non, j'avais, je pense on a tu avais... un régulateur un administrateur qui avait coupé mon micro. D'accord. Donc Voilà, on a une... oui, oui, j'ai bien entendu. D'autant plus que il y a 3 ans, quand j'ai lancé la transformation digitale du groupe Framatome, on a commencé par l'activité manufacturing, qui était, on voulait montrer concrètement qu'en y allant dans le dur, on pouvait avancer. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis on s'est rendu compte au bout d'un an et demi que au niveau des employés même, c'est quoi la transformation digitale? C'est avoir 10 personnes qui sont experts futuristes de l'utilisation de d'HoloLens en réalité augmentée, ou c'est les 15 000 collaborateurs qui font vraiment un gap et qui justement vont eux aussi apprivoiser des nouveaux outils, des nouveaux modes de travaux. Et du coup, pas plus tard qu'en date de hier, j'ai pris la direction du SIRH du groupe Framatome pour que sur la base d'un legacy SIRH qui est ce qu'il est, qui est plutôt correct, il rajoutait toute la dimension customer, mais plutôt au sens employee experience, expérience employée 360, et pas plus tard qu'hier après-midi, j'étais en train de faire le tour des prestataires pour pouvoir déployer un outil d'onboarding depuis la fin de la phase de recrutement jusqu'à l'expérience employée au bout d'un an de son intégration. Donc c'est vraiment un point aussi à prendre en compte. Et du coup, là, j'aurai prochainement, là aussi, tous nous intervenants, on fait bouger nos slides régulièrement parce que la vie avance et donc on vous donne toujours des exemples très récents. Voilà. Donc c'est une très bonne question et effectivement c'est une place de choix au même Ouais. titre que d'autres, ni plus ni moins, mais quand même de choix dans notre parcours pour cette question d'embarquer et de digitaliser aussi les moyens de collaboration au sein de l'entreprise. Tout à fait. Alors, j'ai une question aussi sur l'anglais. C'est vrai que on parle souvent anglais quand on parle digitalisation. On a un jargon qui nous amène sur ces questions. On a aussi pas mal Bon, de témoignages qui ça sont va, ça va souvent bien. du monde anglo-saxon. Et donc, oui, c'est pas obligé d'être fluent en anglais pour suivre cette formation. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a parfois des vidéos, des slides, des supports qui peuvent être en anglais. Si vraiment vous êtes complètement réfractaire à l'anglais, nos formateurs et intervenants savent vous dire l'essentiel de ces témoignages qui peuvent être parfois passés en anglais. Donc voilà, si vous parlez un petit peu anglais, vous en profiterez plus directement. Mais c'est une formation qui est pour l'instant en français, même si on est capable, si jamais vous êtes intéressé par du sur-mesure, on est capable de la délivrer en anglais. On l'a fait notamment pour BNP Paribas, pour lequel on a développé un sur-mesure appuyé sur cette formation et on l'a délivré à la fois en français et pour des collaborateurs internationaux en anglais. Alors, on a une question sur quelles sont selon vous les spécificités de la transformation digitale dans les grandes administrations publiques. Donc ça, c'est une question extrêmement intéressante. On a eu d'ailleurs dans la dernière promotion 2 participants qui étaient issus de la sphère publique, directeurs délégués généraux de région, et qui se sont penchés sur cette question
de la transformation dans les administrations publiques. Et ce qui en est ressorti, si je me souviens de leur présentation et de leurs travaux finaux, c'est, je dirais, deux choses. D'une part, c'est le centrage utilisateur, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai changement qui est la prise de conscience que là aussi, dans l'administration publique, c'est l'usager qui est au cœur de la dynamique. Et ils ont d'ailleurs tous les deux beaucoup travaillé en utilisant les démarches de design thinking, sur la façon dont on pouvait designer de nouvelles approches publiques qui soient beaucoup plus centrées utilisateurs et qui mettent encore une fois l'usager au cœur de ces transformations. Donc je pense que là, je dirais que c'est vraiment la dimension primordiale de ces transformations dans l'administration publique. J'ai également constaté un deuxième levier de transformation qui a trait beaucoup aussi à la posture et faisant beaucoup d'innovation managériale, j'ai été frappée de voir que bien souvent, les inscrits à nos formations ou nos webinaires sur l'innovation managériale étaient des personnes de l'activité publique et par exemple aussi de l'armée ou de la DGA. Donc, il y a aussi, je pense, un levier majeur qui est, on parlait de la posture et d'embarquer les gens au sein d'une dynamique de transformation. Et j'ai été frappée de voir que dans les administrations publiques, ce volet d'innovation managériale était vraiment très incarné par des personnes qui réfléchissaient dessus et qui proposaient donc des parcours pour sensibiliser les managers sous forme d'innovation managériale. Donc voilà, la réponse n'est peut-être pas celle que vous attendiez, c'est-à-dire que dans la transfo digitale, on voit aussi beaucoup dans les administrations, évidemment, vu la taille et les volumes, il y a des problématiques de plateforme, des problématiques de sécurité, des problématiques de RGPD, tout ça va être présent. Mais je dirais, pour moi, ce n'est pas tant différent que ça de problématiques d'entreprise. En revanche, là où il y a vraiment des pas gigantesques qui sont franchis et qui, pour moi, sont caractéristiques de la transformation publique, peut-être encore plus que dans le privé, parce que dans le privé, on avait déjà cette sensibilisation, c'est le centrage utilisateur et puis l'innovation managériale. Alors, je vois une autre question. On parle dans certains articles de la disparition des CDO au profit des DSI. Du coup, peut-on associer poste de CDO et DSI dans une entreprise? Oui, bien sûr. Je disais tout à l'heure en parlant des provenances des profils de CDO que beaucoup étaient quand même venus de la fonction SI et c'est très bien comme ça. Et je dirais de plus en plus, bien sûr, je pense on va confondre, mais dans le bon sens du terme, la fonction de CDO et la fonction de DSI. Pourquoi? Parce que la fonction de DSI aura évolué. C'est-à-dire que les DSI, déjà, ont largement évolué dans les temps les plus récents, mais de plus en plus, ils prennent conscience de l'importance de la transformation, non seulement de la technologie, mais de tout ce qui tourne autour, à commencer par le business model. Et c'est cette prise de conscience qui permet aussi aujourd'hui de faire évoluer et la fonction de DSI et la fonction de CDO vers éventuellement une même fonction. Donc, je dirais c'est plutôt pour moi le DSI qui évolue vers le CDO que le CDO qui revient entre guillemets sur une fonction DSI parce que la fonction DSI évolue elle-même. J'ai eu l'occasion d'animer à Centrale Spelec, et je vous invite aussi à vous inscrire si vous le souhaitez. On a les ateliers de la transformation, donc régulièrement, tous les mois ou tous les mois et demi, on réunit des professionnels de tous bords autour d'un sujet qui peut les intéresser. Et j'ai eu l'occasion d'animer un de ces ateliers justement sur l'évolution des fonctions de DSI. Et ce qui ressortait de cet atelier, nous avions dans ce public, il y avait une 60aine de personnes, il y avait à peu près moitié de DSI et moitié de DRH, peut-être en faisiez-vous partie les uns et les autres qui nous écoutaient là aujourd'hui. Et ce qui était très intéressant de voir, c'est que ce qui allait faire l'évolution de la fonction SI de demain, c'était bien sûr d'être à niveau sur les connaissances technologiques, mais c'était avant tout d'être sensible et capable
grâce aux soft skills que l'on pouvait posséder ou que l'on pouvait développer, de conduire ces opérations de transformation, de comprendre les business models d'entreprise et de comprendre les problématiques utilisateurs. Donc, je crois que vraiment là, les DRH comme les DSI étaient persuadés que la fonction SI allait se développer pour mettre les experts IT dans une position qui soit beaucoup plus versée vers le business de l'entreprise, le cœur de métier, et de mettre la technologie au service de ce cœur de métier et non l'inverse. En tout cas, c'est l'évolution des compétences qui est visée et souhaitée dans les entreprises. Donc là, je pense qu'on a aussi un témoignage de l'intrication, en tout cas des fonctions à la fois de transformation dans tous ces aspects et des fonctions de technologie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, pour l'instant, nous avons répondu à celles qui se sont affichées. Je vois que l'heure est passée, donc je pense qu'il est temps de se quitter. J'ai affiché entre-temps, pouvez-vous clôturer le webinaire? Oui, nous allons clôturer le webinaire. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire, d'être resté avec nous jusqu'au bout. S'affichent les coordonnées de Rania Waret qui porte la commercialisation de ce cycle. N'hésitez surtout pas à la contacter. Et voilà, nous serons ravis et je reste à votre disposition, bien sûr, pour toute question, même par la suite, avec vos contacts habituels à Centrale Supélec. Merci à tous et très bonne journée. Merci à Dominique d'avoir pu témoigner et avoir participé malgré des conditions un peu difficiles pour toi ce matin. Merci. Mais c'est pas grave, c'était un plaisir et bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.